Imaginez un peu le bazar. Chaque ordinateur, chaque utilisateur, chaque ressource sur un réseau avec sa propre petite liste de contacts, de mots de passe, d'autorisation. Un vrai casse-tête. Eh bien, c'est justement là qu'intervient LDAP. Pensez-y comme un immense annuaire téléphonique centralisé pour absolument tout le réseau. Allez, on plonge tout de suite dans le sujet pour voir comment cette technologie met de l'ordre dans tout ça. Alors, au programme, pour décortiquer tout ça, on va d'abord définir ce qu'est un annuaire LDAP. Ensuite, on verra comment il structure l'information. Puis on regardera de quoi il est fait, ses briques de base. On ira à la rencontre de l'outil le plus connu pour le mettre en place, OpenLDAP. Et pour finir, on verra un cas concret de gestion. La toute première question à se poser, c'est, au fond, quel problème est-ce que LDAP essaye de résoudre? Eh bien, il s'attaque à la gestion de toutes ces informations éparpillées sur un réseau. Et ça, c'est un vrai défi pour n'importe quelle organisation. Pensez-y une seconde. Sans un système central, chaque application, chaque serveur, chaque service de messagerie aurait sa propre liste d'utilisateurs. Pour mettre à jour un mot de passe ou supprimer un compte, ce serait un cauchemar à gérer. C'est exactement ce problème que LDAP vient résoudre à la racine. LDAP, c'est donc un protocole. C'est en quelque sorte un langage commun qui permet de créer cet annuaire central et de lui poser des questions. Il faut le voir comme une base de données super optimisée pour la lecture et la recherche rapide. Et ça, c'est juste parfait pour tout ce qui est authentification et consultation d'infos. Les avantages sont donc assez évidents. Tout est au même endroit, un seul point pour gérer les utilisateurs, ce qui simplifie énormément l'administration, un seul point pour vérifier les mots de passe, ce qui renforce la sécurité. C'est un outil vraiment polyvalent. D'ailleurs, il est tellement fondamental qu'on le retrouve au cœur de systèmes que des millions de personnes utilisent, comme l'Active Directory de Microsoft. C'est dire si c'est une pierre angulaire. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, voyons un peu le comment. Comment LDAP organise toutes ces données? L'analogie la plus simple et la plus correcte, c'est celle d'un arbre, avec une racine, des branches et des feuilles. Et voici à quoi ressemble cette fameuse structure, qu'on appelle DIT, pour Directory Information Tree. Tout part d'une racine, ici DC égale Martimac, DC sur com. De là, on a des branches qui se créent, comme les ou égale users et ou égale groups, qui contiennent elles-mêmes les objets finaux, les feuilles en quelque sorte. Chaque petit nœud dans cet arbre, que ce soit une branche ou une feuille, est ce qu'on appelle une entrée. C'est l'unité de base. Un utilisateur, c'est une entrée. Un groupe, c'est une entrée. On pourrait même imaginer une imprimante comme étant une entrée. Pour trouver une entrée de manière absolument certaine, il lui faut son adresse complète. C'est ce qu'on appelle le nom distingué, ou DN. Ça décrit le chemin exact depuis la racine jusqu'à l'entrée. C'est un identifiant unique dans tout l'annuaire. Impossible d'en avoir deux pareils. Le RDN, ou non distingué relatif, c'est beaucoup plus simple. C'est juste le nom de l'entrée elle-même, son tout le chemin qui y mène. Il doit être unique, mais seulement à l'intérieur de sa propre branche. Pour reprendre l'analogie, si le DN est l'adresse postale complète, le RDN, c'est juste le nom sur la boîte aux lettres. Revenons à notre schéma pour que ce soit bien clair. Pour notre groupe vente, son RDN, c'est juste CN égale vente. Mais son DN, son adresse complète et unique dans tout l'arbre, c'est CN égale vente, OU égale groups, DC égale Martimac, DC égale com. C'est vraiment cette distinction qui est cruciale pour comprendre comment on se déplace dans l'annuaire. D'accord, on a la structure. Maintenant, si on zoomait un peu, de quoi est réellement faite une entrée? Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? En fait, une entrée, c'est juste un ensemble de paires attributs-valeurs. C'est aussi simple que ça. Ici, on voit une entrée pour un utilisateur. L'attribut CN à la valeur Martimac, l'attribut UID number à la valeur 1001, et ainsi de suite. C'est la collection de tous ces attributs qui va décrire notre objet. Mais attention, on ne peut pas mettre n'importe quoi, n'importe comment. Comment être sûr que toutes les entrées utilisateurs ont bien un nom et un numéro d'ID? C'est le rôle de l'object class. Il faut voir ça comme un gabarit, un plan de construction qui va imposer une certaine structure et garantir que les données sont cohérentes. Et voici un exemple parfait qui illustre ça. Pour qu'une entrée soit considérée comme un compte POSIX account, un type de compte utilisateur standard, elle doit obligatoirement avoir ces 5 attributs. C'est non négociable. Après, elle peut aussi en avoir d'autres comme un mot de passe ou un shell, mais ça c'est optionnel. L'object class, c'est vraiment le garant de la structure. Très bien, on a pas mal couvert la théorie. Mais dans le monde réel, comment on utilise LDAP concrètement? On va passer de la théorie à la pratique avec l'outil le plus répandu pour ça. OpenLDAP, c'est le moteur qui fait tourner tout ça. C'est une suite de logiciels qui contient à la fois le serveur qui va héberger l'annuaire et les outils clients qui permettent de discuter avec lui.
Et là, il y a une distinction super importante à faire. D'un côté, on a les commandes serveurs, comme Slapcat pour faire une sauvegarde. Celles-là, elles agissent directement sur les fichiers de la base de données, donc on doit être sur le serveur. De l'autre, on a les commandes clients, comme LDAP Search. Elles parlent au serveur via le réseau en utilisant le protocole LDAP. On peut donc les lancer depuis n'importe où. Pour rendre ça encore plus concret, on va voir ensemble comment utiliser ces outils pour faire une des tâches les plus communes, créer un nouvel utilisateur. La toute première étape, ce n'est pas de taper une commande, mais de préparer les données. On va décrire notre nouvel utilisateur dans un simple fichier texte qui respecte un format bien précis, appelé LDIF pour l'ADAP Data Enchantment Format. Et voilà à quoi ça ressemble. On y retrouve le DIEN de la nouvelle entrée, les object classes qui vont la définir, et puis tous les attributs, obligatoires ou non, dont on a parlé avant. CN, UID number, Home Directory, tout est là, prêt à être envoyé. Une fois que notre fichier de données est prêt, la deuxième et dernière étape, c'est d'utiliser un outil client pour envoyer ces informations au serveur. C'est lui qui va se charger de les ajouter proprement dans l'annuaire. Et pour ça, on utilise la commande LDAP add. On lui dit qui on est pour s'authentifier, ici l'administrateur, et quel fichier il doit importer. Le serveur reçoit alors les données, il vérifie que tout est conforme aux règles des object classes, et si c'est bon, hop, la nouvelle entrée Dupont est créée dans l'annuaire. C'est aussi simple que ça. Voilà, on a vu comment LDAP peut transformer un chaos potentiel en un système d'information bien structuré, bien centralisé. De la gestion des utilisateurs à l'authentification, son rôle est vraiment clé. La question qu'on peut se poser pour finir, c'est si ce modèle est si puissant pour organiser des personnes et les machines, quelles autres collections d'informations complexes de notre quotidien pourraient bien bénéficier d'une telle structure ?